Bien, donc je vous propose de reprendre pour cette dernière séquence consacrée à ce colloque sur la coutume dans le droit calédonien, donc qui, je le rappelle, a pour but de vous présenter le rapport de recherche que nous avons mené ces 2 dernières années ici, donc avec une équipe de 23 personnes, 23 anciens chercheurs et praticiens de la coutume, afin de dresser ce bilan du droit coutumier sur 30 années d'expérience des juridictions en formation coutumière et d'explorer toutes ces pistes qui permettent une intégration, de repenser donc l'intégration de la coutume dans le corpus normatif calédonien. Alors, il me revient la tâche pour clore cette journée et demie de travaux, de présenter une sorte de synthèse générale de tout ce qui a pu être dit. Alors, c'est évidemment une gageure. Je n'arriverai pas sans doute à citer tout le monde, surtout dans le temps que je me suis moi-même imparti en organisant cette manifestation. Donc j'essaierai de rappeler par cet exercice-là quelques traits saillants des contributions du rapport, de toutes les contributions, pas seulement de celles qui ont été présentées lors de ces travaux qui nous ont occupés ces 2 derniers jours, mais un peu tous les travaux du rapport. Je ne pourrais évidemment pas rentrer dans le détail, c'est-à-dire que la plupart du temps, je m'en tiendrai à quelques généralités, à quelques annonces, mais évidemment, je vous invite pour compléter et pour poursuivre la réflexion à les lire, à les télécharger dans sa version en ligne pour l'instant, qui est publique, le rapport qui est disponible depuis quelque temps déjà et qui a déjà été diffusé aussi auprès des réseaux. Donc je vous mets le sommaire ici. L'objet de ce rapport a donc été de dresser d'une part un bilan et donc de réfléchir aux différentes modalités qu'on pourrait trouver, souples, moins souples, pour permettre au pluralisme juridique calédonien de s'exprimer dans toute son ampleur en donnant potentiellement une place un peu plus large à la coutume qu'elle ne l'a actuellement. Donc pour réfléchir à cette place, il fallait évidemment d'abord estimer la place qu'elle occupe réellement au regard du cadre qui est donné par la loi organique, et puis de voir comment une évolution pouvait être possible, et si cette évolution était possible, est-ce qu'elle était aussi souhaitée par les coutumiers, de voir comment cette évolution pouvait s'exercer. Donc j'articulerai mon propos en 2 temps par rapport à l'intégration directe et l'intégration indirecte. J'entends par intégration directe l'idée de codifier, de rédiger la coutume, bref, de réfléchir sur un code de la coutume, ou en tout cas, comme l'a rappelé Sandrine Sana, à réfléchir à un code civil calédonien qui mixerait les deux droits, pour voir que cette méthode d'intégration directe n'est pas forcément la plus adéquate, n'est pas forcément la plus opportune, et donc qu'on peut envisager dans un deuxième temps une intégration indirecte qui utilisera les mécanismes fondamentaux du droit, tout en respectant la nature propre de la coutume, et qui peut s'exercer, on va le voir dès maintenant, et certaines contributions, notamment celles de ce matin, l'ont déjà montré, donc qui peut s'exercer naturellement dès maintenant, sans forcément complètement heurter les principes qui gouvernent aujourd'hui l'accord de Nouméa et la loi organique. Alors le constat qui a été fait de ce bilan du droit coutumier, c'est d'affirmer donc la place de la coutume. Il y a une double tendance, à mon sens, qui a pu être relevée quand on analyse cette place de la coutume, c'est qu'on a une place qui a augmenté au fil du temps, et le droit coutumier le montre, mais qui peut apparaître comme étant inachevé. Nous avons été plusieurs à rappeler la notion de statut civil coutumier, donc qui dépend des personnes, à rappeler l'article 7 de la loi organique qui organise justement la place de la coutume dans l'application du droit, qui nous dit que la coutume s'applique aux personnes de statut civil coutumier dès lors qu'elles sont régies par la coutume. On le voit, donc le domaine réservé à la coutume est à la fois large parce qu'il concerne tout le droit civil, mais à la fois restreint parce que tout ce qui ne relève pas du droit civil, droit du travail par exemple, droit pénal notamment, ce domaine-là échappe a priori à la coutume.
Ce qui a pu apparaître, c'est que cette place de la coutume dans le droit civil semble, et ça la plupart des contributeurs donc l'ont relevé, c'est qu'elle semble désormais être totalement acquise. Ici, il n'y a plus a priori de remise en cause du fait que la coutume a vocation à régir ce que le droit commun appelle les relations de droit civil. Et on se souvient que, à l'occasion de la réforme de la loi organique permettant à la juridiction pénale de statuer également sur les intérêts civils, le Conseil constitutionnel a rappelé cette évidence, qui est une évidence constitutionnelle, donc ça ne faisait pas de doute en fait qu'il la rappelle, cette évidence que le juge pénal, même dans sa formation de droit commun, sans assesseur coutumier, devait de toute façon appliquer la coutume. Et le droit coutumier judiciaire a montré que cette place était désormais assez bien occupée. On l'a constaté dans les relations familiales classiques de la famille et les contributions de Bérengère Cagnon sur le mariage ou du Chiron sur la filiation ont montré que cette place était bien occupée. Cette place l'est également s'agissant des terres et également pour une question plus nouvelle en matière d'intérêt civil. La question qui peut néanmoins se poser, et le constat qui est fait en fait ici, c'est que cette place, si elle semble bien occupée, elle n'apparaît pas en revanche complète. En ce sens que le droit civil représente quand même un espace assez vaste des questions juridiques. Or, la base de données, en tout cas, c'est-à-dire les décisions que nous avons pu, grâce au Palais de justice, collecter pour constituer tout le corpus que nous avons ensuite étudié, eh bien, laisse voir quand même qu'un certain nombre de questions qui pourtant relèvent du droit civil, a priori, en tout cas dans cette image offerte par le contentieux judiciaire, eh bien, semble que cette place n'apparaît pas comme étant occupée. Alors, la question est de savoir, dans toute cette place qui n'est pas occupée par la coutume, la question qui se pose est de savoir pour l'observateur, c'est est-ce que la coutume est lacunaire ici, c'est-à-dire est-ce que la coutume n'apporte pas de réponse parce qu'elle l'ignore, parce qu'elle n'a pas de solution à poser, ou est-ce qu'au contraire, parce qu'il s'agit là d'un contentieux, soit qui échappe aux magistrats, soit qui n'a pas encore eu l'occasion de se présenter à lui, ou alors parce que la base de données est aussi incomplète, et ce qui est évidemment toujours possible. Mais cette question est assez essentielle parce que souvent ça peut causer des incompréhensions, en ce sens que certaines questions qui parfois n'apparaissent pas, en tout cas immédiatement régies, concernées par la coutume, peuvent apparaître pour les autres observateurs, ce qui relève du droit civil, peuvent apparaître comme étant une lacune. La question notamment s'est posée, je ne la détaillerai pas, sur la question de la prestation compensatoire. Ici, lors d'un divorce, c'est une affaire où un couple de statut civil coutumier a vu son mariage dissous, et l'épouse a demandé une prestation compensatoire en vertu du droit civil et invoquant le fait que la coutume ne prévoyait rien ici. Et donc invoquant une lacune de la coutume. Alors la Cour de cassation a balayé l'argument et de fait, la question s'est posée de savoir qu'est-ce que prévoyait la coutume pour cela. Et quand on comprend ce que c'est que la prestation compensatoire, on peut effectivement comprendre qu'ici, il ne s'agit pas d'une lacune de la coutume, mais simplement de prendre en compte qu'une fois que le mariage est dissous, eh bien les époux se retrouvent de nouveau rattachés au clan, notamment l'épouse qui se retrouve alors rattachée au clan, à son clan d'origine, et ce clan, par son obligation, parce que l'épouse redevient membre du clan, eh bien ce clan doit subvenir aux besoins de l'épouse. Et donc, de fait, la question de la prestation compensatoire ne se pose pas. Donc là, on peut voir que, même s'il y a une différence entre droit civil et coutume, que pour autant, il ne s'agit pas d'une lacune. Et c'est souvent, quand on compare les deux normes, c'est souvent un travers que naturellement on peut avoir. C'est-à-dire que si la coutume ne prévoit pas cela alors que le droit civil le prévoit, alors peut-être qu'il s'agit d'une lacune. Eh bien, pas forcément. Toujours dans cette idée qui a été rappelée par plusieurs orateurs, qui était que les éléments du contentieux doivent s'apprécier de toute façon toujours par la coutume, parce qu'elle est la norme de référence. Mais ceci ne veut pas dire qu'on a une réponse à la question de savoir est-ce que la coutume prévoit toutes les questions. Il y a notamment un pan entier des relations civiles dont la base de données ne nous a donné aucun exemple. Justement, je pense aux contrats. Est-ce qu'il existe un droit coutumier des contrats ? Je ne le sais pas.
Je ne le sais pas. La base n'offre qu'une seule décision en matière de contrat dont on ne peut pas déduire grand-chose. Et donc la question reste posée. Sans doute qu'il y en a un. Sans doute que la charte du peuple kanak, qui prévoit dans plusieurs de ses valeurs des principes de consentement libre et éclairé, des principes de bonne foi, des principes de respect de la parole donnée, bref, tous des principes qui irriguent également le droit des contrats tel qu'il est entendu, en tout cas par le droit commun, eh bien, sans doute que ces valeurs pourraient constituer un socle pour construire, en un cas d'un point de vue judiciaire, ce droit coutumier des contrats. Et on a vu que tout le travail qui a été fait par les juridictions en formation coutumière, justement pour construire un droit coutumier de la responsabilité civile, où on est parti quand même de pas grand-chose pour arriver à un système pas complet sans doute, mais en tout cas assez développé, montre que l'entreprise, à mon avis en tout cas, est possible. Le deuxième point qu'on peut se demander par rapport à cette place de la coutume, c'est est-ce que cette place est incomplète? Dire que la coutume ne régit que les relations de droit civil, c'est dire que toutes les relations qui ne sont pas de droit civil échappent donc à la coutume. Et ça a été rappelé ce matin à propos du droit du travail par Nadège Meguer et du droit pénal par Daniel Rodriguez, rappelant les contributions de Valérie Malabat et d'Éric Durafour, que ces deux matières, droit du travail et droit pénal, échappent complètement à la coutume. Et c'est vrai que la Cour de cassation a eu, pour chacune de ces deux matières, l'occasion de le rappeler. L'exclusion s'explique pour le droit pénal parce qu'il s'agit là d'une compétence de l'État dans sa garantie, dans son rôle de garantir l'ordre public et la sécurité. L'explication pour le droit du travail se trouve dans le fait que le droit du travail, comme l'a rappelé Nadège Meyer, est une matière qui a acquis un statut d'autonomie par rapport au droit civil, et donc c'est une matière à part entière qui n'est donc pas du droit civil. Néanmoins, et ces deux interventions de ce matin de Nadège Meyer et de Daniel Rodriguez l'ont montré, néanmoins, ces deux matières ne peuvent pas vivre, en tout cas c'est ce qui ressort des contributions dans le rapport, ne peuvent pas complètement vivre en complète autarcie. Le droit du travail, en ce qu'il régit les relations entre salariés et employeurs, doit aussi prendre en compte l'environnement sociologique des individus qui, justement, travaillent ici. Dans le droit pénal, c'est un petit peu la même chose. Lorsqu'on reconnaît pleine juridicité à la coutume pour établir certains droits, par exemple, pour établir la propriété ici, eh bien, forcément, derrière, il y a des conséquences. Comment sanctionne-t-on la violation d'une atteinte à la propriété? L'atteinte à la propriété étant régie par le droit civil, on voit bien que le droit pénal qui assure cette sanction d'une atteinte à la propriété, elle-même régie par la coutume, peut difficilement ignorer, pour constituer l'infraction, eh bien, les aspects coutumiers des faits qui ont amené cette infraction ici. On le voit donc, on a des matières qui ne relèvent pas de la coutume, mais dont on peut quand même penser, ça a été un postulat de départ, dont on peut penser qu'elles peuvent difficilement vivre en complète autarcie. J'ai mis en bas de cette diapositive l'exemple des GDPL qui montrent cette pénétration de la coutume dans des aspects qui pourtant normalement y échappent, et alors même que la réponse maintenant est naturelle. Le GDPL, c'est une personne morale, et donc à ce titre, en principe, soumise au droit des groupements qui reste du droit commun, ça relève du droit des associations, du droit des sociétés, pour faire simple dans des cas particuliers. Pour autant, là, la jurisprudence, la Cour d'appel de Nouméa a reconnu le fait que le GDPL était une personne morale, mais bon, ça, on le savait, mais surtout une personne morale régie pour son fonctionnement interne et pour sa relation avec les tiers par la coutume. La conséquence en est que, désormais, d'après cette jurisprudence-là, lorsqu'un GDPL, par exemple, passe un contrat avec une personne physique de statut civil coutumier, c'est la coutume qui régit cette relation juridique, alors que sans cette jurisprudence, ça ne pouvait pas être le cas. Quand on sait que le GDPL est une institution, certes, créée par les textes, mais pour faciliter l'investissement en terres coutumières et qui permet de mettre en relation des clans ou un seul clan, donc des personnes de statut civil coutumier sur la terre, bref, tout est coutumier, on comprend l'incongruité qu'il y avait à ne pas soumettre ce GDPL à la coutume. Donc on le voit,
la place occupée désormais par la coutume, en tout cas dans son champ qui lui est réservé, a connu un développement quand même assez spectaculaire, hein, si on compare entre la situation telle qu'elle était il y a une trentaine d'années, en fait, vraiment à la mise en place effective des juridictions en formation coutumière et l'aspect aujourd'hui. Et que ce travail qui a été fait en juridiction en formation coutumière a permis donc via la jurisprudence à la construction d'un véritable droit coutumier civil, sans doute donc non encore complet, mais en tout cas suffisamment avancé pour donner l'impression d'une sorte de première complétude. Et cette construction s'est faite, donc je l'avais rappelé dans ma présentation, par un dialogue entre le droit de l'État, le droit civil et la coutume, qui permettait de commencer à trouver un petit peu des espaces communs entre ces deux normes, mais également un dialogue intercoutumier par la présence d'assesseurs d'aires différentes et dont on a vu que ce n'était pas limité à deux assesseurs mais souvent beaucoup plus, donc qui permettait en fait d'instaurer aussi un dialogue entre ces coutumiers. Bref, ce droit coutumier qui se construit devant les juridictions peut donner l'impression qu'on pourrait avancer à la fois vers un droit coutumier commun, dire commun à toutes les aires coutumières, commun à la Nouvelle-Calédonie, un peu à l'image du travail du Sénat coutumier vers la charte, mais là dans l'idée qu'on irait encore plus loin dans le détail. Donc, premier temps, ça peut donner à penser qu'on pourrait aller vers une sorte de code de la coutume. Et ça pourrait également donner à penser par ces points de convergence qu'on peut constater ici ou là entre le droit civil et la coutume. Donc ça pourrait laisser entendre qu'on pourrait aussi travailler sur un code civil calédonien qui emprunterait, qui fusionnerait ces deux normes ici. Alors, comme l'a rappelé Sandrine Sana, cette possibilité d'un code civil calédonien fusionnant les deux normes a été évoquée dans un rapport présenté en 2012 par le Congrès qui, à ma connaissance, n'a pas beaucoup eu de suite depuis, et pour cause. Il y a effectivement de nombreux obstacles à cette entreprise, à la fois de codifier la coutume et également, allant plus loin, de prévoir un sort de code civil, donc commun, fusionnant les deux. Les obstacles à surmonter pour de telles entreprises sont extrêmement nombreux. Je vais les résumer très rapidement ici. Un obstacle, déjà, c'est un obstacle institutionnel, la compétence normative du Congrès. Dire qu'on pourrait rédiger un code de la coutume, ça voudrait se demander qui va le rédiger. Qui va le rédiger? Est-ce le Congrès? Assurément, quand on regarde la loi organique, on voit, article 99, cinquièmement, que le Congrès est compétent pour régir le statut civil coutumier, le régime des terres coutumières et les palabres coutumiers. Je prends l'exemple des terres coutumières. L'article 18, je le rappelle, nous dit que les terres coutumières sont régies par la coutume. Ça veut dire que c'est la coutume qui vient nous dire comment s'exercent les droits sur la terre, comment s'exerce la répartition sur la terre, bref, ce que en droit civil on nomme le droit de la propriété en tant que tel, c'est-à-dire les droits substantiels qui organisent le pouvoir du propriétaire sur l'objet de sa propriété. Il ne s'agit pas ici de la compétence qui est dévolue au Congrès. C'est pour cela que dans ma présentation introductive, j'avais fait cette distinction qui me semble importante entre coutume, droit coutumier et droit de la coutume. Et c'est ici que cette distinction prend toute sa signification quand justement on doit s'interroger sur la compétence pour adopter telle ou telle norme. Le droit de la coutume, je vous l'ai dit, c'est un droit qui organise un droit de pouvoir et de répartition. C'est-à-dire qui, par exemple, pour la coutume, permet simplement de dire quand est-ce que la coutume s'applique et quelles sont les preuves de son application. C'est ce que fait la loi du pays sur les actes coutumiers en organisant la manière dont les clans vont se réunir et en organisant la formalisation de la réponse coutumière, mais jamais son contenu. D'ailleurs, un exemple dans la loi du pays le montre, c'est que parmi les conditions de validité de l'acte coutumier, il n'est pas exigé les motifs. Les motifs n'ont pas à apparaître dans l'acte.
Et pourquoi cela? C'est tout simplement, enfin en tout cas c'est l'interprétation que j'en ai eue, c'est tout simplement pour faire en sorte que les coutumiers ne soient pas obligés de donner la coutume directement dans l'acte. On dit, les clans se réunissent pour tel problème, et telle est la réponse, puisque finalement, au final, c'est tout ce qui nous suffit. Ce serait bien de savoir pourquoi, évidemment, la décision a été prise. Mais on comprend bien que si on obligeait à écrire noir sur blanc ces motifs, il y aurait un risque ici de figer la coutume, comme cela a été évoqué dans la contribution de Pascal Demier et par Hugues Fulchiron oralement, de stratifier un petit peu la coutume parce qu'elle aura été portée par l'écrit. Donc assurément, le Congrès n'a pas cette compétence pour rédiger la coutume. Cette compétence relève bien évidemment des institutions autorités coutumières. Mais le problème ne fait ici que se déplacer et que l'évidence ne fait que créer un nouveau problème. Quelle institution et quelle autorité coutumière? Est-ce le Sénat coutumier, dans le but de créer un code de la coutume pour toute la Calédonie? Est-ce au niveau des aires coutumières qui auraient leurs compétences pour créer un code coutumier propre à l'aire? Donc on passerait déjà de 1 à 8 codes. Ou est-ce au niveau des clans qui peuvent avoir leurs propres coutumes, ce dont en tout cas laisse penser le fait que, par exemple, pour célébrer un mariage, eh bien, il faut demander l'accord des clans. Pour prononcer un divorce, il faut demander l'accord des clans. Pour accueillir un enfant dans un clan, il faut que l'accord des clans. Et donc on peut tout à fait imaginer, en tout cas quand on est extérieur à la coutume, que chaque clan, finalement, a sa propre coutume. Ici, j'ai grossi évidemment un petit peu le trait. Sans doute qu'on peut trouver beaucoup de traits communs et qu'il y en existe, et sans doute c'est heureux. Mais en tout cas, ça crée un doute sur le fait de savoir quelle autorité coutumière aura cette légitimité pour créer la coutume. Sans parler du fait, évidemment, que rédiger la coutume, c'est lui faire perdre son caractère oral, qui lui est pourtant consubstantiel, et ce que rappelle la charte des valeurs kanak, au respect de laquelle toutes les autorités et institutions coutumières se sont engagées. Donc il paraîtrait assez étrange que ces autorités coutumières se déjugent par rapport à cette charte. Et il y a enfin des obstacles culturels. Donc là, l'obstacle culturel, ce serait plutôt dans le but de créer un code civil commun, tel que cela a été proposé en 2012, une sorte de droit, comme l'avait appelé le regretté Régis Lafargue, un droit kanako-civil, ici. Il faudrait évidemment pour cela, pour arriver à cette entreprise, créer des règles communes, ici. Sandrine Sana a très justement rappelé le déséquilibre qu'il y aurait à une telle entreprise et que, évidemment, la coutume, par sa nature orale, serait sans doute partie perdante dans une telle entreprise. Mais au-delà de cela, ça supposerait d'arriver à concilier des notions qui sont très souvent complètement inconciliables. Alors certes, on a trouvé des points communs. Certes, on peut voir ici ou là, pour certaines questions, qu'on est très proche finalement de la chose. Je prends l'exemple du mariage ici. Le mariage civil et le mariage coutumier sont souvent présentés comme étant complètement dissemblables ici, parce qu'ils ne répondent pas aux mêmes conditions. Le mariage coutumier, on le sait, suppose l'accord des époux, mais également des clans, et que l'on dit qu'il y a une sorte de double alliance un petit peu, et que ce mariage serait indissoluble, en tout cas dans son alliance clanique. Donc deux mariages qui sont complètement différents. Mais en même temps, ce sont deux mariages qui peuvent être aussi très proches. On peut trouver des points communs à cela. Le caractère indissoluble du lien clanique créé par le mariage, ce lien indissoluble il se matérialise par le don de vie, c'est-à-dire par l'enfant qui est né du couple et qui scelle cette alliance entre les deux clans. Et cette alliance dure tant que vit le dernier enfant du couple. Mais en extrapolant un petit peu, on pourrait très bien voir exactement la même chose dans le mariage civil, qui crée ce lien entre deux familles. Et ce lien existera aussi toujours tant qu'existera l'enfant commun du couple, ayant perpétué chacune des deux branches de ces familles, enfin chacune des branches de ces deux familles. Donc on peut toujours trouver comme cela des points communs. Mais néanmoins, je crois qu'on ne pourra jamais de toute façon trouver
construire ce droit civil commun, à supposer que soient levés les obstacles précédents. On ne pourra jamais construire ce droit commun a priori, notamment du fait de la place des clans, dont Sandrine Sana a rappelé que même pour construire une règle de conflit interne de normes, qui n'est pourtant pas une règle substantielle, cette importance clanique ici est en tant que telle un obstacle à la création, en tout cas une difficulté à prendre en compte pour la création même de normes qui ne sont pas substantielles. C'est pourquoi une intégration purement directe qui irait donc vers une écriture semble à de nombreux points de vue assez peu réalisable. D'où la possibilité davantage d'une intégration indirecte. C'est-à-dire, prenons acte qu'il existe deux normes qui sont différentes, que la Nouvelle-Calédonie est une terre de pluralisme juridique où cohabitent donc ces normes-là. On va rester sur deux. En fait, il y en a au moins trois avec les normes étatiques, les normes calédoniennes et les normes coutumières. Et bien sûr, nous excluons les normes étrangères parce qu'une norme étrangère peut aussi toujours s'appliquer en Nouvelle-Calédonie. Mais cela, c'est une autre histoire. Donc on peut avoir cette intégration indirecte qui consisterait en fait tout simplement à utiliser les outils du droit, et en particulier les outils du droit commun, dont Sandrine Sana a justement rappelé qu'on ignore au jour d'aujourd'hui ce que cette notion recouvre. Donc à utiliser les outils du droit pour accueillir la coutume, mais sans pour autant la dénaturer. Et là, les contributions qui sont présentes dans le rapport montrent que les outils fondamentaux du droit peuvent tout à fait être utilisés à cette fin ici. Il y a essentiellement deux types d'outils fondamentaux du droit qui peuvent être utilisés. Les premières, c'est ce qu'on appelle en théorie générale du droit les notions à contenu variable, c'est-à-dire des notions qui sont utilisées par le législateur, qu'on retrouve dans les textes de loi, mais qui n'ont pas un contenu prédéfini par le législateur. C'est une notion souple parce qu'elle permet à l'autorité, au juge en particulier, de définir lui-même ce contenu-là, contenu qui peut être adapté à des situations et qui peut être aussi évolutif. À ce titre-là, on retrouve la faute, le préjudice. La faute, le préjudice dans le Code civil, article 1382 qui date de 1804, encore en vigueur aujourd'hui. Et grâce à ces notions souples, on en voit tout l'intérêt. Ça a permis de s'adapter à absorber un certain nombre de fautes qui existent aujourd'hui ou de préjudices qui existent aujourd'hui et que les rédacteurs du Code civil n'ont pas même imaginé à l'époque. Et pourtant, ces textes-là sont toujours là. L'ordre public également, qui évolue en même temps que la société également évolue. Les bonnes mœurs, etc. Eh bien, ces notions souples à contenu variable peuvent tout à fait, en laissant cette marge d'interprétation aux juges, peuvent tout à fait faire entrer pour leur appréciation des éléments tirés du droit coutumier. Nous avons fait dans le rapport général une comparaison avec ce qu'on appelle le droit souple. Ça veut dire ces normes qu'on appelle aussi soft law, ces normes qui sont des règles, mais qui ne sont pas des règles dites obligatoires, en ce sens qu'elles ne sont pas sanctionnées si jamais elles n'étaient pas respectées. Donc elles n'ont pas de juridicité qui leur sont propres en tant que telles. Elles ne sont pas obligatoires. Pour autant, ces normes de droit souple peuvent tout à fait être utilisées par le truchement d'une règle, elle, obligatoire, afin d'apprécier les conditions de cette règle obligatoire. Et ça peut être évidemment le cas pour la faute. Alors vous comprenez évidemment que, j'espère que vous comprenez là où je veux en venir, l'intérêt de l'utilisation de tels outils, c'est évidemment pour donner un espace à la coutume dans un espace qui lui est pourtant pas réservé directement. Donc je ne vais pas prendre des exemples de droit civil. Nadège Meyer et Danette Rodriguez nous ont montré que le droit pénal et le droit du travail étaient a priori hermétiques à la coutume, mais que pourtant ils devraient y intégrer. Et donc ces supports peuvent le permettre. Les exemples ici sont sur le droit pénal que l'on voit sur cette diapositive. Le droit du travail arrivera juste après.
Pour apprécier une infraction pénale, pour apprécier les éléments constitutifs d'une infraction pénale, on peut tout à fait prendre en compte, c'est ce que nous explique Valérie Malaba dans sa contribution, on peut tout à fait prendre en compte l'environnement coutumier de la personne. On peut tout à fait prendre en compte aussi cet environnement coutumier pour apprécier des causes de non-responsabilité. C'est ouvert. L'ordre de la loi, le commandement de l'autorité légitime. L'ordre de la loi, nous dit Valérie Malaba, c'est un ordre qui devient non pas de la loi lui-même, c'est le fait que quelqu'un a commis une infraction, mais que ce fait constitutif d'une infraction, en fait, a été justifié par une autre loi ici. Et donc, le juge doit savoir est-ce que on le condamne ou non, ou est-ce qu'il n'y a pas une excuse par rapport à ce fait qu'on ne qualifiera pas alors d'infraction pénale parce qu'il a été autorisé par un autre texte. L'ordre de la loi, on le comprend bien dans ce schéma-là, ne provient pas forcément uniquement de la loi pénale elle-même, mais il provient d'autres normes. Or, dans la mesure où on reconnaît, au moins en droit civil, la juridicité de la coutume kanak, on peut tout à fait estimer que l'ordre de la loi, exonératoire donc d'une infraction pénale, eh bien, proviennent de la coutume elle-même. Le commandement de l'autorité légitime, on le comprendra, on peut tout à fait estimer qu'une autorité coutumière, une autorité coutumière, parce qu'elle a été reconnue comme telle par l'accord de Nouméa, peut tout à fait constituer ce fait justificatif de la commission d'une infraction pénale et donc conduire à une non-responsabilité ici. Bien sûr, cela se fera dans le cadre strict de la norme étatique et donc du droit pénal. Il ne s'agit pas ici, pour le cas du droit pénal, de donner une compétence pour dire des sanctions, pour poser des sanctions et des faits répréhensibles à la coutume, ce qui supposerait de modifier la loi, ce qui n'est pas a priori possible pour l'instant, mais simplement prendre acte des possibilités offertes par la norme pénale. Et donc, cet ordre de la loi, ce commandement de l'autorité légitime, devra de toute façon s'organiser dans le cadre du droit commun. On ne pourrait pas, par exemple, valider un ordre d'une autorité coutumière légitime, mais qui serait en même temps manifestement illégal. Et Daniel Rodriguez a rappelé une affaire qui s'est passée à Yengen il y a quelques années. Et même si cet argument-là n'a pas été invoqué, on peut en tout cas interpréter, mais en tout cas à l'époque c'est un petit peu comme ça que j'avais pu l'interpréter, qu'il y a quand même une prise en compte du fait que l'ordre d'expulsion avait été donné par une autorité coutumière. L'autre outil du droit commun qui peut être utilisé pour accueillir la coutume, c'est le contrat. Le contrat, chacun sait ce que c'est la possibilité pour les parties de définir ensemble leur propre loi. C'est ce que nous dit l'article 1134 du Code civil, tel qu'il est applicable en Nouvelle-Calédonie. En France métropolitaine, maintenant, les règles ont changé, les chiffres sont différents, mais je ne crois pas que le texte sur le fond ait bien changé. Donc, je dis l'article 1134 du Code civil, puisque nous sommes en Nouvelle-Calédonie, sans me tromper. Eh bien, comme les parties peuvent, principe d'autonomie de la volonté, se créer leur propre loi, elles peuvent très bien, par leur contrat, ériger en modèle contractuel des éléments coutumiers. Rien, a priori, ne les en empêche, sous la réserve, évidemment, parce qu'on est toujours dans le cadre strict du droit commun, sous la réserve, évidemment, des prescrits du droit commun, et en particulier que cela ne heurte pas l'ordre public. Mais on a vu, dans le cas précédent, que l'ordre public est en lui-même une notion à contenu variable, donc l'ordre public peut être aussi l'ordre public tel que l'entend classiquement en droit commun, mais également l'ordre public prenant des éléments du droit coutumier. Pourquoi pas? Aux principes fondamentaux du droit commun, existent aussi, sans aucun doute, des principes fondamentaux du droit coutumier. Donc, vous l'aurez compris ici que cette possibilité d'utiliser le contrat pour accueillir la coutume a un intérêt surtout lorsque la coutume n'est pas compétente en tant que telle. Parce que si on est dans un contrat entre deux personnes de statut civil coutumier, la question ne se pose même pas, l'article 7 le permet. Donc on est dans des autres hypothèses de contrat qui, a priori, ne sont pas régies par la coutume. On pense au rapport mixte et on pense également au contrat non civil. Et Dadej Meyer a développé cette idée-là d'intégrer des éléments coutumiers dans la rédaction du contrat de travail pour, par exemple, prendre en compte
des événements coutumiers qui, sans cette prise en compte, feraient que le salarié s'absentant pour aller à une fête coutumière, commettrait alors une faute de travail, source potentiellement d'un licenciement. Mais, comme Nadège Meyer l'a rappelé, ces outils sont intéressants, peuvent être utilisés, on le voit dès maintenant, peut-être ils le sont déjà, mais ils sont quand même limités parce que soit ils relèvent de l'appréciation du juge pour les notions à contenu variable, soit ils relèvent des parties et donc un effet entre les parties. Et donc, un système sans doute plus efficient serait d'aller plus loin et de permettre à l'ordre juridique de directement se référer à la coutume. On l'a compris, il ne s'agit pas de créer de la coutume, il ne s'agit pas de rédiger la coutume, et donc je pars du principe que la coutume doit garder sa spécificité, doit garder son caractère oral, c'est en tout cas, enfin c'est pas moi qui le dis, c'est en tout cas le souhait qui semble émerger des coutumiers via la charte. Donc doit garder ce caractère oral et doit rester de la compétence des coutumiers. Bref, doit garder ce côté souple. Rien n'empêche donc à la norme étatique ou à la norme calédonienne de déléguer à la coutume le soin de régir certaines situations juridiques. Cette délégation est tout à fait possible et cette délégation existe déjà de plusieurs façons ici. Elle existe, il y a deux formes essentiellement que j'ai établies. Il y a une habilitation qui est normative, en ce sens que là, la norme étatique ou la norme calédonienne donne à la coutume le soin de régir telle ou telle situation. C'est ce qui existe via l'article 7 de la loi organique. La norme de l'État donne à la coutume la compétence pour régler les problèmes des personnes de statut civil coutumier en matière de droit civil. C'est ce que fait aussi la délibération du 3 avril 1967, ici, ou encore la loi du pays sur les actes coutumiers que nous a présenté Cyprien Elia. Notamment, on donne à la coutume le soin d'organiser le palabre qui est fait. Aller plus loin, on pourrait aussi, via cette façon de faire, d'aller plus loin. Nadège Meyer l'a montré également en droit du travail, qu'on pourrait tout à fait, en utilisant les sources du droit du travail, notamment les conventions collectives, intégrer des éléments coutumiers. Et même le droit pénal pourrait ne pas échapper à cette possibilité, que l'on songe à l'article 521-1 alinéa 2 du Code pénal, qui, dans son premier alinéa, sanctionne la cruauté envers les animaux et qui, dans son alinéa 2, exonère la cruauté envers les taureaux lors des corridas, dès lors qu'il existe une tradition ininterrompue ici. On voit bien ici que la tradition peut directement, par la loi, on ne touche pas à la tradition. Qu'est-ce qu'est la tradition? Ce n'est pas le code pénal qui nous dit la tradition, c'est la tradition qui nous dira. Donc il faudra aller la chercher. Et bien pourtant, on voit la tradition peut faire échec à une infraction pénale. L'habilitation peut également être simplement consultative. Donc on est évidemment à un degré légèrement en dessous, en ce sens qu'on ne reconnaît pas à la coutume une compétence directe pour régir telle ou telle situation juridique, mais à tout le moins, on lui demande de se prononcer, de donner son avis par rapport au règlement de telle situation juridique. Donc là, ce système-là existe aujourd'hui, c'est l'avis du Sénat que l'on demande pour tout projet de loi de pays ou de délibération portant sur l'état civil coutumier, ou c'est encore quelques articles du Code de l'environnement de la province sud qui, pour l'exploitation de ressources naturelles situées en terre coutumière, demandent l'avis des coutumiers. Là, il y a plusieurs difficultés qui peuvent être relevées. Certaines ont été relevées par Cyprien Elia, qui constate que parfois cette consultation, pourtant organisée par la loi organique, n'est pas effective. Par exemple, que le Sénat ne serait pas consulté tout le temps sur les projets de loi du pays. L'autre difficulté, c'est le périmètre, évidemment, de cette consultation. Quand le Sénat coutumier, par exemple, est compétent pour donner avis sur les projets de loi de pays qui concernent le droit coutumier ou les terres coutumières, il faut s'entendre sur les mots. Par exemple, terre coutumière, si on regarde la loi organique, ça ne vise que les terres émergées, les terres
disons, terrestre, ici. Ça s'arrête là, et ça s'arrête au niveau de la mer. Alors que si on lit la charte du peuple kanak, on se rend compte que on ne parle plus vraiment de terre coutumière, on parle de zone d'influence coutumière. Et cette zone d'influence coutumière couvre évidemment les terres émergées, mais également les terres immergées, jusqu'à la ligne de l'horizon, nous dit la charte. Jusqu'où ça va, je ne sais pas, mais en tout cas, on voit que ça va un peu plus loin que le bord de mer. Et cela a des conséquences, hein, évidemment, sur le pouvoir de consultation de ces autorités coutumières. Par exemple, quand il a été question de la loi sur le domaine public maritime de 2002, je ne sais pas plus si le Sénat coutumier avait été évoqué. En tout état de cause, il aurait pu ne pas l'être avec cette interprétation divergente, alors que, légitimement, il aurait dû l'être. Bref, le coutumier peut avoir un domaine plus large que celui auquel on peut s'attendre quand on ne lit que la loi organique. Ces éléments, pour vous dire, en termes de réception et d'intégration de la coutume, on le voit, ces éléments ne nécessitent à ce jour, pour pouvoir être effectivement utilisés, ne nécessitent à ce jour aucune réforme législative. C'est-à-dire qu'on peut le faire. Le système juridique actuel permet de le faire. Le tout maintenant est de savoir s'il y a une volonté politique, judiciaire et coutumière de le faire. C'est une précaution méthodologique que j'ai peut-être oublié d'évoquer dans le rapport, c'est que tout ce qui est dit là par nous et tout ce qui est écrit dans ce rapport ne sont évidemment que des outils, que des propositions qui sont faites à destination du politique, du législateur, des acteurs, qu'il n'y a pas évidemment qu'il y a parfois une part de subjectivité, évidemment, mais que tout cela est du matériau à destination des responsables qui, maintenant, doivent le prendre ou pas. Mais ce n'est pas à nous de décider, évidemment, de cette évolution. Donc la réception, on le voit, elle est possible. Une fois qu'on l'admet, cette réception de la coutume kanak, soit dans son domaine actuel, soit éventuellement dans un domaine un peu plus élargi, il faut évidemment aller au bout de la logique des choses et faire en sorte que cette réception soit garantie. La garantie, elle peut se faire sous un double aspect. Garantie dans sa mise en œuvre, là j'irai un petit peu plus vite. Garantie, d'une part, pour sa mise en œuvre dans l'applicabilité de la coutume. Il s'agit ici, par exemple, de rendre obligatoire la consultation coutumière lorsque la loi organique le fait, pour ne pas avoir les cas évoqués par Cyprien Elia ici. Il s'agit aussi d'avoir une preuve de cette réponse coutumière et de pouvoir l'établir. Tout le problème de la coutume est évidemment qu'elle est orale, mais qu'il existe des instruments pour faire en sorte que la réponse coutumière existe. La coutume peut rester cachée, la coutume peut rester vivante et échapper au contrôle. Mais il faut néanmoins, et ça c'est une attente des justiciables, il faut néanmoins qu'il y ait une sécurité et une certitude dans la réponse coutumière qui sera apportée. À la fois que la réponse soit apportée, et que si elle ne l'est pas, une assurance qu'on pourra trouver une autre solution. Bref, que les justiciables ne soient pas bloqués. Et qu'une fois que la réponse a été apportée, qu'on soit sûr qu'elle ne soit pas par la suite contestée. Et un instrument qui existe pour cela, c'est évidemment l'acte coutumier que nous a présenté Cyprien Elia. Cet acte coutumier a été fait pour cela. Alors il est très utilisé, l'acte coutumier, mais sans doute pas assez. J'ai essayé de recenser les différents textes, loi de pays, délibération, qui invoquent le recours à un acte coutumier. J'en ai trouvé relativement peu, alors que la loi quand même date maintenant de 2007. Évidemment que la délibération du 3 avril 1967, qui a été adoptée avant, évidemment, la loi organique, ne parle évidemment pas de l'acte coutumier. Mais Christine Bidault-Garon nous a montré toutes les incohérences que cela cause pour cette raison-là, et puis pour plein d'autres qui apparaissent dans sa contribution, donc qui montrent que tout l'intérêt qu'il y aurait à réformer cette délibération du 3 avril 67, bref, qu'on ne peut plus, enfin, en tout cas a priori, le politique ne peut plus continuer à appliquer ce texte devenu extrêmement obsolète, et qu'il devrait, ce texte-là, s'appuyer aussi sur l'acte coutumier pour qu'il y ait une concordance entre l'état civil coutumier et l'acte coutumier. Alors, à défaut de texte, ça n'empêche pas la juridiction de faire appel à ces principes ici, et notamment donc le tribunal de première instance de Nouméa, à la fois dans ce jugement relatif à une dissolution
d'un mariage coutumier, à la fois pose la consultation obligatoire des autorités coutumières, c'est-à-dire que les époux qui souhaitent dissoudre leur mariage coutumier ne peuvent pas se rendre directement devant le juge, ce qui montre que la dissolution du mariage coutumier est d'abord l'affaire des clans et pas avant d'être celle du juge. Donc préalable obligatoire, il en fait une fin de non-recevoir, c'est-à-dire que l'action faite devant le juge ne pourra pas prospérer, le juge ne statuera pas tant qu'il n'y aura pas ce préalable, et que pour prouver ce préalable, eh bien, il faut un acte coutumier ici qui montre que soit les clans se sont réunis, soit que les clans ont été appelés mais qu'ils ne se sont pas réunis. Et donc, ensuite, on peut agir, évidemment, pour ne pas bloquer les époux dans leur souhait de recouvrer leur liberté au regard de leur mariage individuel, en tout cas. Garantie ensuite dans l'application de la coutume. Donc là, il y a plusieurs choses qui pourraient être posées. Rappeler l'office du juge et la preuve de la coutume. Rappeler l'obligation, dès lors que la coutume est reconnue, notamment via l'article 7, qu'elle est compétente en matière de droit civil, eh bien le juge a l'obligation de l'appliquer. Simplement, c'est un principe qui doit être rappelé. Et ceci en toute matière, contrairement à ce qui peut exister en droit international privé, où le juge a l'obligation d'appliquer une loi étrangère seulement pour les droits qui sont indisponibles, alors qu'il n'a pas cette obligation pour les droits dits disponibles. Pour la coutume, cette distinction n'a pas lieu d'être. Elle n'a pas lieu d'être. Et c'est pour tout le droit civil que la coutume doit s'appliquer. Et ce faisant, il doit l'appliquer et il doit également en rapporter la preuve parce que la coutume, c'est du droit et que la preuve du droit relève de l'office du juge. Bien sûr qu'il est aidé pour cela par les assesseurs coutumiers dont il a été rappelé toute l'importance de leur présence. On pourrait développer, je ne vais pas le faire parce que je vois que le temps avance, sur l'obstacle que pourraient constituer les droits fondamentaux. Ça a été évoqué à plusieurs reprises, et notamment tout à l'heure par Daniel Rodriguez, lorsqu'il évoquait les hypothèses que j'ai rappelées de Valérie Malabat, en expliquant quand même que par rapport au droit pénal, peut-être que l'on peut laisser une petite place à la coutume, mais néanmoins, la coutume ne peut pas aller jusqu'à excuser la violence, et que tout ce qui relèvera notamment des atteintes à l'intégrité physique ne pourra jamais, en tout cas au regard des droits fondamentaux actuels, s'évincer devant le respect de cette particularité culturelle qu'est la coutume. Et je terminerai en disant que la réception garantie de la coutume passe également par le fait de repenser et même de créer, en fait, à dire vrai, et Sandrine Sana l'a très bien montré, de créer des règles de conflit personnels. Nécessité de les créer, parce que depuis le 1er juillet 2013, nous avons un transfert conséquent qui est arrivé, c'est celui du droit civil, en plus du droit commercial et des autres droits qui avaient déjà été transférés avant, pour lesquels la question se posait déjà. Dire, le conflit de normes intervient aussi en droit des assurances, intervient également en droit du travail, mais ils interviennent beaucoup plus fréquemment et de manière beaucoup plus conséquente pour le droit civil. Sandrine Sana l'a gentiment rappelé, ça fait 6 ans que nous prêchons sur cette chaire, justement pour que le législateur, mais aussi le juge, parce que faute du législateur, c'est le juge qui est obligé de s'en saisir, eh bien, se saisissent de ces questions et nous disent, dans une hypothèse particulière, par exemple pour un mariage ou un divorce entre un métropolitain et un calédonien, eh bien, quel est ce droit civil que l'on va appliquer? C'est ce que Sandrine Sana a rappelé quand on se pose la question, c'est quoi le droit commun? C'est quoi le droit commun? Donc il y a nécessité de créer des règles de conflit interne de normes parce que ce pluralisme survit, parce que, comme j'ai tenté de le montrer en tout cas, il est compliqué d'aller vers un droit commun unique. Mais ce faisant, quand on va créer ces règles de conflit, enfin quand le législateur devra créer ces règles de conflit interne de normes, il devra le faire non pas en suivant la logique qui a toujours été la sienne dans l'hypothèse des conflits internes de normes, qui en fait répondent à une logique, Sandrine Sana l'a rappelé, assimilationniste, mais liée à l'origine coloniale en fait des conflits internes de normes, qui a toujours été évidemment dans une logique assimilationniste, mais ce qu'on peut comprendre au regard du droit colonial, évidemment, se comprend un petit peu moins une fois qu'on a passé le cap de l'accord de Nouméa, affirmant l'égalité entre les identités et donc l'égalité entre les statuts. Donc quand on
reformulera des règles de conflit interne de normes, il faudra prendre en compte évidemment cette égalité des statuts, mais, et ça Sansana l'a très bien rappelé, sans remplacer un dogme par un autre. Et évidemment, il faudra toujours déterminer, notamment dans les rapports mixtes, la compétence d'un droit qui s'appliquera par principe et l'autre éventuellement par dérogation. Et a priori, le droit qui s'appliquera par principe, mais en fonction des situations, ça c'est des critères à affiner, sera a priori le droit dit commun, en tout cas sans doute donc civil écrit. Et créant donc ces règles, il s'agira donc de penser à des critères d'appartenance, évidemment. Quels critères on va pouvoir utiliser? Est-ce la citoyenneté? Est-ce le statut civil coutumier? Sans doute un petit peu les deux, mais sans doute d'autres aussi par rapport au domicile. C'est tout un chantier qu'il faut faire. Mais c'est tout un chantier aussi qu'il faudra reposer par rapport à cet objectif nouveau de construire une société une société pluraliste, mais vers un destin commun, et donc peut-être d'organiser une certaine ouverture. La discussion s'est faite justement sur l'ouverture possible du statut civil coutumier à des non-Kanaks, entendons à des personnes, pour faire simple, européennes, sans aucune incidence kanak, qui pourraient peut-être accéder au statut civil coutumier. Je crois que la jurisprudence actuelle de la Cour d'appel de Nouméa, validée par la Cour de cassation, le permet, en tout cas juridiquement parlant. La possession d'État, maintenant, il y a un critère, il y a l'article 15 de la loi organique, a ouvert une voie d'accession au statut civil coutumier par la possession d'État coutumier. C'est quoi? C'est le fait d'être accueilli par un clan. Ça se résume comme cela, si on ne devait retenir qu'un seul élément, c'est le fait pour une personne d'être acceptée par le clan. Est-ce qu'une personne ayant aucune ascendance kanak peut être acceptée par un clan, en ce sens qu'elle serait membre du clan, prenant son nom, étant sous sa protection, et étant reconnue à la fois par le clan lui-même, mais également par les autres clans aussi. On retrouve tous les éléments de la possession d'État qui se retrouvent dans un seul, en réalité, c'est l'action des clans. Ce n'est pas à moi de le dire, ce n'est pas au rapport de le dire, c'est au coutumier de le dire, cela, si cette ouverture est possible. Voilà, je ne vais pas faire de conclusion à la conclusion, donc je conclus. Merci. Désolé d'avoir débordé beaucoup, mais je me suis dit que je pouvais aussi m'arroger ce droit-là. Le débat est ouvert, si vous voulez continuer le débat, qui a été initié tout à l'heure, étant entendu que, comme on est dans une synthèse générale, ce n'est pas parce que je suis à la chaire, seul, que je devrais répondre forcément à toutes les questions seul. Bonjour, moi je suis originaire de Lifou. Donc moi mon travail un peu aujourd'hui ici, c'est en Nouméa, c'est de s'occuper d'une association de type 1901, donc le Conseil national pour les droits du peuple autochtone de Kanaki Nouvelle-Calédonie. Alors moi je vais essayer un petit peu de pas d'être long, mais simplement pour dire que des remarques. Dans le dernier point, par exemple, que vous essayez de dire, c'est vrai que, par exemple, pour les non-Kanaks, nous, par exemple, à Lifou, il y a des forests, il y a des rides, il y a des rights qui sont de droit commun, qui sont intégrés dans les clans et qui sont reconnus par les chefferies. Ils sont complètement Kanaks aujourd'hui, mais ils gardent leur statut, le statut de droit commun. Ça, c'est le premier point. Mais l'autre chose aussi, je voulais dire, c'est que les travaux universitaires, c'est beaucoup basé sur des normes juridiques et des textes français et européens, mais je n'ai pas retrouvé un petit peu des recherches au niveau international et notamment des Nations Unies, par exemple sur la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, reconnue en 2007 et signée par la France aussi, à l'Assemblée nationale. C'est aussi considéré comme les droits de l'homme. Il est à l'intérieur des droits de l'homme au niveau des Nations Unies. Ça, c'est l'autre point. Et l'autre point, on n'a pas évoqué la Convention 169 de l'OIT.
C'est sur l'Organisation internationale du travail qui, effectivement, intègre un petit peu les droits des peuples autochtones à l'intérieur. Donc voilà, je voulais dire ça pour dire que pour moi, c'est un petit peu incomplet. Et on aurait voulu, et que, par exemple, la charte des coutumiers, ils se sont beaucoup appuyés sur la déclaration sur les droits des peuples autochtones. Donc voilà. Et que c'est aussi une norme juridique que les universitaires ne se sont pas appuyés dessus pour leur réflexion. Merci. Alors, on n'a pas parlé effectivement de ces normes lors du colloque, mais elles sont ici ou là invoquées quand même dans le rapport parce qu'elles font partie évidemment de l'ordonnancement juridique. Mais elles ne sont pas invoquées non plus très souvent parce que c'est un parti pris en fait qui a été fait pour cette recherche de l'accès plutôt sur non pas les grands principes de l'autochtonie, des peuples autochtones, mais plutôt sur sans mauvaise comparaison, mais sur des questions beaucoup plus concrètes, beaucoup plus terre à terre, qui intéressent donc le quotidien. Et donc, on s'est plutôt axé sur le droit privé ici. Mais effectivement, il y aurait beaucoup à faire. Mais ça, je sais que le Sénat coutumier a beaucoup travaillé aussi sur ces aspects-là et est bien accompagné par ailleurs par des spécialistes de ces droits autochtones qui invoquent la charte. Mais évidemment que ça fait partie notamment à la convention de l'OIT, qui est à prendre en compte. Et la déclaration des droits des peuples autochtones, c'est intéressant de les invoquer dans cette idée qu'il faut reconnaître le pluralisme juridique et ce droit des peuples autochtones. Mais il y a aussi un élément, ça peut faire un lien avec mon dernier point que j'ai pas abordé sur l'ordre public, sur le respect par la coutume des principes fondamentaux en général, c'est que même la déclaration des peuples autochtones, même la convention de l'OIT de 69, si elles permettent de reconnaître les particularismes juridiques, ne vont pas néanmoins jusqu'à autoriser le respect absolu, complètement discrétionnaire, de ces particularismes juridiques. Donc ces principes-là sont donc communs, et donc même si on ne les invoque pas toujours, de toute façon on les a toujours par ces références-là, les droits fondamentaux. Pardonnez-moi, au cours de votre exposé, vous avez parlé du pouvoir consultatif du Sénat coutumier dans l'élaboration de la loi du pays, dans l'objet et le droit coutumier qu'on mettra entre guillemets. Pour moi, c'est un point de droit qui demande à être éclairé parce qu'effectivement, tout le monde parle du pouvoir consultatif du Sénat coutumier, alors même que l'article 142 de la loi organique parle d'un pouvoir délibérant et en cas de conflit avec le Congrès, c'est le Congrès qui aurait le dernier mot, à l'instar de l'Assemblée nationale en France. Voilà, c'est tout. Je voudrais attirer votre attention là-dessus parce que vous retrouvez sur le site du gouvernement le pouvoir consultatif du Sénat coutumier en matière coutumière. Je pense, je n'ai pas la même lecture, voilà, c'est pour ça que je vous en pose la question, monsieur. Alors, je suis pas un spécialiste, je suis pas un publiciste, donc les relations institutionnelles. Alors, je me disais, on a quand même le Sénat coutumier très bien représenté ici, qui a déjà beaucoup parlé par la voix de ses sénateurs ou de Raphaël Mapoub, et effectivement, Yves Raymond pourrait tout à fait éclairer cela beaucoup mieux que moi. Oui, bonjour à tout le monde. Donc, je suis Yves Raymond, juriste au Sénat coutumier. En fait, le Sénat coutumier n'a pas un pouvoir décisionnel. Effectivement, dans son activité, il délibère. Mais alors, vous parlez de l'article 142, c'est dans le cas où le président du Congrès saisit le Sénat coutumier pour une loi de pays qui intéresse l'identité kanak. Dans ce cas-là, il y a la procédure de navette, c'est-à-dire qu'on est saisi par le président du Congrès, on délibère sur ce projet de loi de pays, on le retransmet au Congrès, le Congrès délibère à son tour. Effectivement, s'il n'a pas adopté dans les mêmes termes
le projet du Sénat, il nous le renvoie, on redélibère sur ce projet, et en définitive, il a le dernier mot en fait. Il décide sur le projet de loi du pays, en prenant ou en ne prenant pas en compte les observations et les modifications, les amendements du Sénat. Merci. Oui, on est une forme de co-législateur, oui, un peu comme dans le Sénat français, en fait, où l'Assemblée nationale a le dernier mot. Oui, c'est plus voilà, peut-être par maladresse de langage que je parle de pouvoir consultatif, parce que, au final, c'est quand même le Congrès qui l'emportera, je crois. Mais je laisse aux spécialistes. Pardon. Oui, je vais peut-être dire un petit mot d'une manière beaucoup plus large. C'est vrai qu'en le contexte 2011-2012, c'était le contexte où le Sénat s'interrogeait sur quel modèle juridique, comment approfondir l'accord de Nouméa, puisque le constat qui était fait, largement partagé par les mandatures précédentes, c'est que on a du mal à avancer. Une seule loi du pays, et donc la loi du pays sur l'acte coutumier. Alors, l'approche était difficile, parce que ces questions, aujourd'hui, arrivent à maturité, mais c'était loin d'être évident. Alors, on avait les juges qui tenter de mettre en œuvre la loi telle qu'elle était écrite, et on a eu, à travers les assistants coutumiers, des discussions organisées aussi en 2011-2012, on s'était bien rendu compte des difficultés concernant la mise en œuvre de du droit coutumier, notamment par les tribunaux détachés de Koné et de Lifou et de Nouméa concernant le droit civil coutumier. Donc le contexte c'était un peu celui-là, et le Sénat, donc je parle pour le couvert des sénateurs qui sont là, mais le président m'a dit de dire un mot. Donc c'est vrai que le contexte était celui-là, et quand l'appel d'offres a été lancé, on a été interpellé. Qu'est-ce que le législateur français donc entend faire? Comment il entend? Est-ce que la démarche qui était initiée à travers cet appel d'offres, est-ce qu'elle ne risquait pas de nous amener autre part que ce sur quoi que répondre finalement à nos questions? Parce que la grosse problématique, elle est là, c'est que soit on s'inscrit donc dans l'évolution, dans un processus qui respecte les principes de l'accord de Nouméa, soit, et c'est tout le débat qui s'est posé avec les transferts de compétences sur le droit civil, etc. Est-ce qu'on va parler dans d'autres directions? Est-ce que l'assimilation, finalement, c'est le terme qui a été utilisé tout à l'heure, est-ce que l'assimilation ne va pas plutôt est-ce qu'on ne va pas donner l'occasion à une politique d'assimilation de se perpétuer, de se renouveler, de se reformuler, voilà. Et donc le Sénat vous avez soutenu à l'époque en faisant confiance en la démarche, voilà. Alors c'est vrai qu'au terme on arrive un peu en fin de journée, au terme de cette discussion, c'est vrai qu'on découvre. Et c'est vrai qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps le résultat de l'étude, et c'est vrai que ça nous intéresse bien sûr au-delà. Alors je dirais même ça nous conforte dans la démarche qui a été initiée. Donc on est bien dans un système de pluralisme juridique, et tout ce que vous avez pu dire concernant la recherche d'un équilibre, la recherche d'une meilleure compréhension, mais de la recherche d'un équilibre juridique, on se trouve conforté dans cette démarche à travers les études que vous avez présentées, enfin les présentations. Ensuite, deuxième chose qu'on peut dire, c'est que
L'ordre public, on n'a pas pu réagir sur tous les thèmes, mais l'ordre public coutumier, c'est un point essentiel qui renvoie à la gouvernance institutionnelle du pays. Aujourd'hui, on se bat pour que l'autorité des structures coutumières, l'organisation sociale s'exerce pleinement sur les territoires coutumiers. C'est un peu un des points forts du plan Marshall, c'est de dire il faut donner les moyens aux autorités coutumières d'exercer leurs autorités et donc d'exercer la coutume sur le territoire coutumier. Parce que si on ne le fait pas, eh bien c'est tous les conflits qu'on gère depuis quelques années. On a le juge tout à l'heure a évoqué la question de Ouakaya, où le Sénat est intervenu pour faire une médiation, mais il y a tellement de conflits qu'on ne sait plus où donner de la tête. Tout simplement, pour une simple raison qui n'est pas évoquée, c'est que l'ordre public coutumier n'existe pas, n'est pas reconnu. Alors effectivement, vous avez dit, c'est des choses qu'il faut travailler. Oui, sauf que pour faire une loi du pays sur l'identité kanak, il faut du temps. Il faut du temps. Alors, donc, sur l'ordre public coutumier, tous les conflits qu'il y a eu, les gros conflits qu'il y a eu, les gros conflits interviennent parce que, au départ, il y a une autorité coutumière qui prend une décision. Cette décision, la loi ne permet pas qu'elle soit mise en œuvre. Les gendarmes n'ont pas d'instruction précise pour intervenir quand c'est un chef qui intervient. Les gendarmes n'interviennent que quand il y a un délit, quand la faute est commise. C'est tout. Avant que la faute soit commise, on est dans le domaine coutumier. Et donc, on n'a pas évoqué, mais c'est un point important. Tous les conflits aujourd'hui, on en a encore en cours en ce moment, existent parce que les gendarmes n'interviennent pas quand les autorités coutumières leur demandent d'intervenir, de faire respecter une décision coutumière. Donc, c'est vrai qu'on est on s'est dit qu'il faut créer une loi du pays pour repositionner les autorités coutumières, l'autorité de la chefferie, l'autorité du district, dans les domaines de compétences, autrement dit dans l'exercice de la coutume, qu'il soit respecté. Et donc, il y aurait sûrement un régime de sanctions qu'il faudra rédiger, qu'il faudra faire, qu'il faudra que les élus discutent dessus. Ce régime de sanctions, bien sûr, je pense qu'il trouvera sa complémentarité avec ce qui existe au niveau du droit commun. Donc, la question, elle serait beaucoup plus simple à régler comme ça. Aujourd'hui, l'État, je pense qu'il va être obligé de se poser de plus en plus de questions, mais c'est un centre de recherche intéressant aussi, parce que les gens, de plus en plus, vont au tribunal pour demander à l'État, qui n'a pas fait son travail, de faire respecter les intérêts des uns et des autres, de protéger les biens sur les terres coutumières, puisque c'est elle qui a le pouvoir. Les gens vont de plus en plus vers l'État. On va avoir de la jurisprudence dessus. Il y a des dossiers en ce moment qui sont en cours et qui montrent bien, qui vont interpeller de plus en plus l'État. Donc, une nouvelle gouvernance, c'est nécessaire. Ça suppose qu'on redéfinisse, qu'on précise bien dans les conditions d'aujourd'hui le rôle des autorités coutumières. C'est la prochaine loi du pays sur laquelle on devait travailler. La prochaine loi du pays, je vous dis aussi, parce que ça peut éclairer, oui, on est preneur. On est preneur de vos travaux. C'est important. Les élus aussi devraient être preneurs, mais le problème des élus, c'est pas, je veux dire, les élus sont les élus, je ne sais pas comment aller plus vite, faire avancer plus vite la machine. Est-ce que la jurisprudence, elle est capable de faire avancer plus vite la machine? C'est des questions qu'on se pose depuis un moment. Mais il faut aussi une loi du pays sur l'état civil coutumier. Les problèmes sont innombrables. On vous remercie d'avoir mis en évidence. Mais on pourrait évoquer d'autres cas de figure. Les gens qui vont se marier, qui sont de droit coutumier, qui vont se marier suivant le régime du droit commun, qui sont de droit commun, qui se marient coutumièrement, ou alors qui adoptent... On a beaucoup de c'est plus courant que ça, les difficultés, même si en général, les choses se passent bien. Donc j'ai situé là 2 projets de loi, mais on ne sait plus comment avancer. Et donc je suggère que peut-être qu'il faut prendre des initiatives en direction du législateur. Le législateur coutumier, je parle sous couvert de mon président et des sénateurs,
ne peut que vous accompagner dans le travail de réflexion qui est là, parce que on en est à ce stade-là aujourd'hui. Les coutumiers, pour une fois dans ce pays, ne sont pas en retard sur cette problématique. On est sur ces questions aujourd'hui, et il faut vraiment s'en emparer, parce que sinon, voilà, les problèmes s'accumulent, non pas s'accumulent plutôt chez nous, dans nos populations, etc. Et c'est une priorité, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, le droit commun, les droits de l'homme, c'est simple. Nous, on travaille avec l'idée qui a été retenue au niveau de l'ONU, c'est que les droits autochtones font partie des droits de l'homme. Les droits autochtones, c'est la manière des autochtones d'un pays de vivre leurs droits individuels. Les droits individuels passent par des droits collectifs. Après, les droits individuels prennent de plus en plus de place. C'est le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, mais pour nous, les droits de l'homme, les droits autochtones font partie intégrante des droits de l'homme. Parce que l'ONU a positionné les choses comme ça, et pour nous, ça va très bien. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ce que je pense. Mais donc voilà. Donc félicitations au travail, hein, Président. On peut dire ça. Félicitations au travail, et puis on a besoin de vous. Bah merci beaucoup pour ces remarques. Je ne vais pas ajouter grand chose de plus, si ce n'est pour dire que je suis très heureux que nos travaux peuvent intéressent le Sénat coutumier. C'est aussi fait pour ça, c'est aussi fait pour cela, hein, de façon de manière générale. Et Catherine Riss, la directrice du large, je crois l'avait rappelé lors de son discours introductif, c'est que le laboratoire de recherche juridique et économique travaille sur des thématiques liées à la Nouvelle-Calédonie, et de nombreux travaux existent, enfin d'aussi loin en tout cas que le large existe, et en tout cas depuis aussi longtemps que moi je le fréquente pour y être rattaché, nous avons toujours travaillé sur ces thématiques-là, et le fruit de la recherche est un fruit public, et donc à disposition de tous. Comme j'ai dit, ce sont des outils, des instruments que nous donnons aux politiques, aux acteurs qui ensuite vont décider. Et donc depuis ce temps-là, il y a de nombreux travaux qui existent et qu'on peut trouver, et qu'on peut vous transmettre. Évidemment, vous parliez de l'ordre public coutumier. Je crois me souvenir, si je me trompe pas, que Nadège Meyer a rédigé un article il y a quelques années sur cette question-là, donc qui existe, et qui je n'en doute pas, pour m'en souvenir un petit peu, c'est que il vous donnera des pistes très intéressantes pour développer cette thématique-là. Et il y a plein d'autres comme ça articles. Donc ça, il suffit d'aller consulter le site du large et pour voir un peu tous les travaux qui sont réalisés. Normalement, ça tombe bien parce qu'il y a une mise à jour qui est en cours d'être faite, et peut-être que prochainement, on pourra trouver toute cette liste exhaustive des travaux du large portant sur ces questions-là. À moins qu'il y ait vraiment une autre question absolument essentielle, je vous propose de clore le colloque par un petit générique de fin. Simplement, je ne vais pas chanter, je vous rassure, mais simplement rappeler simplement grâce à qui ce colloque a pu s'organiser. Un colloque, ça a un coût, et donc je voudrais remercier tous les partenaires qui ont soutenu ce colloque-là. La mission de recherche droit et justice, la province Nord, la province des îles Loyauté, la province Sud, le Congrès, le Sénat coutumier, le gouvernement, la Chambre territoriale des notaires de Nouvelle-Calédonie, l'Université de la Nouvelle-Calédonie et le large, évidemment, et également NCTV, qui a capté l'intégralité de nos travaux, et que la chaîne diffusera prochainement sous forme d'atelier. Un colloque, ça ne se fait pas seul, ça s'organise peut-être sur certains aspects seul, mais ça ne se fait pas seul, ça se fait grâce à tous les intervenants qui ont bien voulu prendre de leur temps pour y travailler et pour venir. Donc je remercie une nouvelle fois tous les intervenants qui se sont déplacés ici, qui ont bien voulu participer à cette journée et demie. Je remercie la cellule communication de l'université qui s'est occupée de tous les aspects logistiques pour que cet événement puisse avoir lieu, et que cet événement puisse attirer un public nombreux, et en particulier son directeur Sylvian Raffard-Artigue, et surtout Swazig Lemoulik, et enfin Leslie qui nous a transmis le micro et donc a permis la participation également du public.
Je remercie Nicolas Holman, que vous voyez assis avec son casque, et qui est notre technicien et qui capte toutes les manifestations, tous les colloques sont captés, enregistrés par lui, séquencés, et que l'on retrouve ensuite sur le site de l'Université de la Lacanie, sur la chaîne YouTube de l'Université de la Lacanie. On peut retrouver tous les podcasts, évidemment, toutes les conférences séquencées. Je remercie aussi les punks, les presses universitaires de Nouvelle-Calédonie, sa directrice, enfin sa coordinatrice Françoise Quérol qui a participé au colloque. Et là, simplement pour rappeler que nous avons aussi une politique éditoriale à l'université. J'espère que le rapport pourra être publié dans la collection que je dirige. Celle du large. Voilà, vous étiez présenté ici, là, il y avait une petite table avec des présentoirs avec les dernières sorties des punks, notamment le colloque qui avait été organisé à la fin dernière par Mathias Schocha sur l'indépendance des universités, plus concrètement sur la question du transfert de l'université. Voilà, et puis évidemment, je remercierai le public qui est venu nombreux et qui a participé, qui a nourri le débat qui est très riche. Je suis très heureux de voir que ce colloque a su rassembler autant de monde et sur toute la période. Donc merci à vous surtout. Et puis au revoir.